Ceux qui sont fidèles ne connaissent de l'amour que sa trivialité. Ce sont les infidèles qui en connaissent les tragédies. Aujourd'hui, nous nous confrontons au chant du cygne d'une légende du cinéma, Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick. Sorti en 1999, peu après la mort du réalisateur, le film est arrivé entouré de controverses et de conjectures. Il s'agit peut-être de l'œuvre la plus mal comprise et la plus complexe de toute sa carrière. C'est un film qui nous demande de regarder au-delà de la façade brillante de la vie conjugale et de pénétrer dans les chambres voilées, parfois terrifiantes, du désir, de la paranoïa et du privilège social. L'odyssée nocturne du docteur Bill Hartford à travers la société secrète de Manhattan n'est pas seulement un récit de jalousie, c'est une dissection clinique de la monogamie en tant que construction sociale et de la fragilité terrifiante de l'illusion bourgeoise. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce dernier chef-d'œuvre. Nous allons explorer ses origines, presque centenaires, décortiquer le processus méticuleux et angoissant de Kubrick et déverrouiller les choix thématiques profonds qui font de Eyes Wide Shut la dernière et obsédante énigme de Stanley Kubrick. Now, get undressed. Get undressed? L'histoire de Eyes Wide Shut ne commence pas à la fin des années 1990, mais près d'un siècle plus tôt, en 1926, avec la publication de la nouvelle rêvée de l'écrivain autrichien Arthur Schnitzler. La fascination de Kubrick pour cette source était légendaire et de longue date. Il en a acquis les droits pour la première fois dans les années 1960, témoignant de la puissance durable de la nouvelle à provoquer la réflexion. Il a passé près de 30 ans à envisager son adaptation, une période de gestation presque sans précédent, même pour lui. L'œuvre de Schnitzler se déroulait dans la Vienne fin de siècle, une époque et un lieu définis par des structures sociales rigides et un intérêt naissant envers la psychanalyse freudienne. Les thèmes de la sexualité repoussée, du rêve contre la réalité et de la fracture des classes étaient révolutionnaires. Kubrick a été confronté au défi de transposer une étude psychologique profondément viennoise et de la fin du XIXe siècle dans un cadre contemporain à New York. Ce qui rendait l'histoire efficace à l'époque, le pouvoir absolu de la honte sociale et la nature secrète de l'hédonisme aristocratique, devait être actualisé pour une société moderne. Ce processus a impliqué une collaboration approfondie avec le scénariste Frédéric Raphael. Ils ont pris le cadre central de la nouvelle, la vie privilégiée d'un médecin brisé par la confession de sa femme d'un fantasme d'adultère non concrétisé, et ont modernisé la langue, le décor et l'ampleur de la tragédie. Dans la nouvelle de Schnitzler, tout le voyage nocturne du protagoniste est fortement sous-entendu comme étant un rêve ou une illusion, d'où le titre « La nouvelle rêvée ». Kubrick ancre une grande partie de l'expérience du docteur Hartford dans une réalité crue et troublante. Les événements, aussi bizarres soient-ils, se produisent. Ce choix oblige le spectateur à se confronter directement à l'obscurité, écartant le confort du trope « ce n'était qu'un rêve » et amplifiant l'impact thématique du film sur le mariage et la confiance. Kubrick n'adaptait pas seulement une histoire, il se mesurait à un siècle de changements sociétaux et utilisait l'architecture de Schnitzler pour bâtir une critique finale et dérangeante de notre époque propre. So if you don't mind. Okay, I'm in hurry too, doctor, to get back to bed. I understand. Shh. So, Black Cloak. Did you hear something? L'une des signatures incontestables de Stanley Kubrick est son contrôle absolu du cadre et de la lumière. Dans Eyes Wide Shut, cette approche atteint un niveau presque obsessionnel, transformant chaque scène en une toile où les couleurs et les compositions ne sont pas de simples décors, mais des commentaires thématiques actifs. La palette chromatique du film est dominée par deux éléments visuels apparemment contradictoires. Dans un premier temps, les lumières de Noël, symbole du sarcasme du bonheur. Le film se déroule pendant la période de fête, mais les guirlandes lumineuses ne sont pas un signe de joie. Elles sont un marqueur d'artifice et de superficialité. Ces lumières saturent les rues et les appartements, créant un éclairage froid, souvent surexposé, qui accentue l'isolement des personnages. C'est le décor idéal pour un drame sur la facette d'une vie parfaite. Ensuite, les appartements des Hartford, et surtout la chambre conjugale, sont inondés de couleurs riches, des rouges profonds, des ors et des bleus sombres. Ces couleurs évoquent la richesse, mais aussi la passion refoulée et le danger latent.
Le couple est souvent filmé dans un décor de luxe qui agit comme une cage dorée, suggérant que leur confort matériel est directement lié à leur emprisonnement émotionnel. For a long time to come. Forever. Kubrick utilise constamment des techniques de cadrage pour souligner la paranoïa et la surveillance. Ses films sont toujours marqués par un cadrage géométrique. Les couloirs longs et étroits, les portes et les miroirs sont utilisés pour encadrer et isoler Bill Harford, transformant son voyage en un parcours labyrinthique et solitaire. Les plans sont souvent symétriques, mais cette perfection visuelle est toujours au service de l'aliénation et non de l'harmonie. Le masque vénitien, bien sûr, est l'objet central de la séquence de la secte à Somerton, mais le film soutient que tous les personnages portent des masques. Dans la vie de tous les jours, les Harford portent les masques de l'époux et de l'épouse idéaux. L'orgie ne fait que rendre ce concept littéral, offrant à la haute société la possibilité de s'adonner à l'anonymat total, un privilège que la classe inférieure n'a pas. Le travail sur la profondeur de champ, en particulier, maintient une tension constante. On a souvent l'impression que quelque chose se cache dans l'ombre, juste au-delà du focus. C'est une cinématographie qui respire l'anxiété et la suspicion, un miroir parfait de l'état psychologique du docteur Bill Harford. Le tournage d'Eyes Wide Shut est entré dans l'histoire du cinéma, non seulement parce qu'il fut le dernier de Stanley Kubrick, mais aussi en raison de sa durée légendaire, 400 jours. Ce marathon a établi un record mondial Guinness pour le plus long tournage continu de l'histoire. Cette donnée à elle seule témoigne de la méthodologie intransigeante de Kubrick. Le réalisateur, connu pour sa soif de contrôle absolu et ses prises répétées à l'infini, n'a pas dérogé à sa règle, même avec des stars de la stature de Tom Cruise et Nicole Kidman, alors mariés dans la vie. Kubrick cherchait le moment vrai, l'infime nuance qui transformait une performance en authenticité brute. Il est largement documenté que Kubrick a souvent exigé un nombre astronomique de prises pour des scènes apparemment simples. Cela mettait une pression intense sur les acteurs, les obligeant à se dépouiller de toute superficialité et à atteindre une forme d'épuisement créatif, souvent voulu par le maître. Engager un véritable couple marié comme tête d'affiche était un pari audacieux et calculé. Le processus de production a exigé d'eux une honnêteté émotionnelle brutale sur le plateau, surtout lors des scènes de confession et de conflit. Cette dynamique, qui brouillait les lignes entre la fiction et leur réalité conjugale, est palpable à l'écran et donne au film sa tension sous-jacente. Malgré le fait que le film se déroule entièrement à New York, l'intégralité du tournage a eu lieu au Royaume-Uni, principalement dans les studios Pinewood et dans des décors reconstitués de manière obsessionnelle à Londres. Kubrick a fait recréer des pâtés de maisons entiers de Greenwich Village et de Centre Manhattan. Sa quête de réalisme était telle qu'il a demandé à l'équipe de production de s'assurer que la lumière du jour et la météo londonienne correspondaient aux conditions spécifiques de New York en décembre. Il cherchait à contrôler l'environnement visuel avec une précision quasi scientifique. La fameuse séquence de la fête masquée, l'orgie de Somerton, a été tournée sous un secret draconien. Seuls les membres d'équipe essentiels et les acteurs étaient autorisés à y assister. Kubrick était conscient de l'impact qu'aurait cette séquence et il a tenu à conserver son mystère jusqu'à la sortie, anticipant et gérant lui-même la controverse. Cette production fut un testament de la volonté de Kubrick de forger son monde pièce par pièce, sans jamais se plier aux contraintes de temps ou de budget imposées par l'industrie. Il en résulte un film d'une densité et d'une cohésion rares, fruit d'un engagement total. Thank you, Mr. Milic. I'll call you soon. Bye-bye. Goodbye, gentlemen. Merry Christmas and Happy New Year. And you too? Au-delà de l'exploration psychosexuelle, Eyes Wide Shut est une critique acerbe de l'élite sociale de Manhattan. Le voyage nocturne du docteur Bill Harford est en réalité une chute temporaire hors de sa sphère de privilèges, lui permettant d'apercevoir les rouages de la société qu'il pensait connaître.
Bill Harford n'est pas seulement un médecin, il est un médecin de l'élite, un homme dont le statut lui confère une immunité tacite. Il est constamment rappelé à l'ordre par des personnages qui évoluent dans son propre cercle ou en marge. La soirée commence chez Victor Ziegler, l'archétype du capitaliste puissant. La scène où Bill est appelé pour s'occuper du corps d'une prostituée droguée montre que pour cette classe, Bill n'est qu'un prestataire de service chargé de nettoyer les dégâts. Son rôle est de protéger le secret et la réputation de l'élite, même au prix d'une vie humaine. Le silence est acheté et la vérité enterrée. C'est Victor Ziegler lui-même qui donne la leçon la plus brutale à Bill. L'avertissement de Ziegler dans le manoir est un moment clé. Il révèle que l'orgie n'était pas un jeu dangereux, mais l'acte parfaitement organisé d'une classe intouchable. L'homme que Bill rencontre est moins un ami qu'un gardien des secrets qui utilise la peur pour garantir la discipline sociale. Le film expose de manière troublante que le danger et la prédation sont directement liés au statut socio-économique des personnages féminins que Bill rencontre. Le privilège fonctionne comme une assurance-vie que les femmes plus marginalisées n'ont pas. Alice Harford, en tant qu'épouse bourgeoise et privilégiée, sa menace est purement théorique, la confession d'un fantasme. Sa sécurité est garantie par son mariage et son statut social élevé. Domino, elle fait face à un risque professionnel évident, mais Bill, lui, peut s'éloigner impunément de cette brève rencontre. Mandy, elle est la victime réelle du système. Son statut précaire la rend jetable. Elle meurt, officiellement d'une overdose, prouvant que la décadence de l'élite a un coût fatal pour la classe inférieure. La fille qui se sacrifie sauve Bill de la découverte à Somerton. Son anonymat et son statut inconnu suggèrent que sa vie est entièrement à la merci du groupe de l'élite. Kubrick illustre ainsi que l'impunité est le privilège ultime. Bill, en tant qu'homme blanc et riche, peut aventurer dans ses eaux troubles et revenir chez lui, traumatisé, mais physiquement et socialement intact. Les femmes de la classe inférieure, qui n'ont pas ce bouclier de statut, payent le prix réel de la décadence de l'élite. What is going to happen to that woman? Si Eyes Wide Shut est un thriller sur une société secrète, c'est avant tout un drame conjugal. Le déclencheur de tout le chaos est simple. La confession d'Alice d'un fantasme sexuel non agi pour un officier de marine rencontré lors de vacances. Cette révélation, anodine en apparence, est la faille sismique qui expose la fragilité de la confiance et de l'identité de Bill. La réaction de Bill à la confession d'Alice n'est pas celle d'un homme en colère, mais celle d'un narcissique dont l'illusion de contrôle est brisée. Bill se voyait comme le propriétaire exclusif. L'idée qu'Alice puisse désirer passionnément un autre homme, même en pensée, détruit sa conviction qu'elle est sa possession complète et inaliénable. Il réalise que son amour et son statut ne suffisent pas à remplir tous les désirs d'Alice. Son voyage à travers la ville est une tentative désespérée de réaffirmer son identité masculine et son pouvoir de séduction, une quête de compensation immédiate. Chaque fantasme potentiel ou manqué est une vaine tentative de rétablir l'équilibre de son ego blessé. Le fait qu'il ne parvienne jamais à concrétiser un acte complet souligne que sa véritable motivation n'est pas le désir, mais l'anxiété et le besoin de revanche symbolique. Kubrick utilise la frontière floue entre le rêve et la réalité pour nous montrer que la jalousie est alimentée par l'imagination. Les détails de l'orgie sont souvent si théâtraux et si peu plausibles que l'on peut se demander dans quelle mesure Bill filtre les événements à travers sa propre peur et sa paranoïa. Dans le contexte de Schnitzler et de Freud, le fantasme est aussi réel en termes d'impact psychologique que l'acte lui-même. Bill est blessé non pas par un adultère physique, mais par l'adultère de l'esprit. La dernière confrontation, où Bill raconte les événements et Alice répond par une acceptation glaciale, est essentielle. Le traumatisme n'a pas détruit le couple, mais il les a forcés à regarder leur union non plus comme un conte de fête, mais comme une alliance pratique et émotionnelle en dépit des tentations et des secrets. C'est dans l'échange final des Hartford que réside la philosophie la plus sombre du film. Le secret et l'illusion sont peut-être le prix nécessaire à payer pour la survie du mariage.
Good evening, sir. Good evening. Password, sir? Fidelia. Thank you, sir. Eyes Wide Shut n'est pas seulement un film, c'est un testament, un document psychologique et l'énoncé final d'un réalisateur qui a passé sa vie à disséquer les fondements de la société humaine. En le regardant aujourd'hui, on ne peut ignorer la résonance de ces thèmes, la culture du secret, la prédation des élites et l'éternelle bataille entre le désir et la structure conjugale. Contrairement à ses films précédents, qui offraient souvent des conclusions amères ou nihilistes, Eyes Wide Shut se termine par un mot d'Alice, « fuck ». Ce mot, abrupt et choquant, a été interprété de 1000 façons. Pour beaucoup, c'est l'ultime injonction du film. C'est l'aveu que l'illusion est rompue, que le traumatisme a été réel, mais qu'il faut maintenant laisser cela derrière soi pour avancer. C'est une reconnaissance que la vie et le mariage sont intrinsèquement imparfaits, fragiles et souvent obscènes. C'est un appel à l'authenticité et à l'action, même si cette action se résume à tenter de réparer une relation après avoir vu l'abysse. Leur accord tacite est de renoncer à l'illusion de l'innocence totale et de choisir délibérément de continuer en connaissance de cause. Leurs yeux largement fermés se transforment en une acceptation pragmatique des zones d'ombre de leur partenaire. Eyes Wide Shut est donc un film sur la nécessité de l'ambiguïté pour survivre. Il nous rappelle que pour naviguer dans les eaux complexes du désir et de la société, nous devons parfois choisir de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir et de continuer la mascarade. Kubrick nous a laissé avec une œuvre qui, 25 ans plus tard, n'a pas livré tous ses secrets. Il nous a demandé de regarder de près le coût de notre confort et de notre monogamie. Et en cela, Eyes Wide Shut demeure l'une des œuvres les plus courageuses et essentielles du cinéma moderne.